Et donc, il y a eu pas mal de comptes anonymes qui ont dit « Ah, Psychodélique envoie des nudes et envoie des sort des prix à ma fille, à ma petite sœur de 14 ans, tout ça, et pour essayer justement de nuire à mon image. » Ça, c'était il y a 3 ans à peu près, je dirais, de mémoire. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ressortent ça. Bonjour à tous, ce n'est pas le joueur du grenier, c'est Psychodélique, un autre créateur de contenu. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais succinctement te présenter en quelques mots, comme la tradition? Succinctement, voilà, je suis créateur de contenu sur YouTube. Ma chaîne existe depuis quasiment la création de YouTube en 2006. On va passer très rapidement, mais pendant une quinzaine d'années, j'ai fait surtout du jeu vidéo, du reportage, des interviews et ce genre de choses. Et depuis 6 ans maintenant, j'ai changé totalement de format, où je me suis dirigé plus vers le côté newser, qui est un format qui vient des États-Unis, que j'ai récupéré pour ma chaîne YouTube. Et c'est un format que je fais maintenant depuis 5-6 ans, qui me plaît énormément. Pourquoi? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi avoir changé comme ça Il y a 6 ans, en fait, je suis devenu papa pour la 2e fois. Et entre mon boulot de l'époque et la parentalité et tout ce qu'il y a, j'avais plus du tout de temps libre pour faire des vidéos plus travaillées, plus réfléchies sur ma chaîne YouTube. Et j'avais pas envie non plus d'abandonner ma chaîne YouTube. Et tout simplement, en fait, j'ai regardé sur YouTube ce que je consommais de plus. Et je cherchais un format le plus facile à faire. Et je suis tombé sur des chaînes comme Yellow Flash, comme The Quartering et d'autres newsers américains. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air simple. Ils lisent une news, ils donnent leur avis, leur opinion dessus, emballer, c'est peser. Donc, il y a quasiment pas de travail, il y a quasiment pas de recherche. C'est clé en main. Et j'ai tenté ce format-là. J'ai mis le doigt dedans et ça m'a énormément plu. Et ça a pris à peu près 1 an. Et ma chaîne a explosé aussi à ce moment-là en termes de métriques. Parce que pendant 15 ans, j'avais 20 000 abonnés, 25 000 abonnés. Je faisais peut-être 3 000, 4 000 vues par mois, toutes vidéos confondues. Et quand j'ai démarré ce format de newser, ça a très 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 vite monté. Et en l'espace de 3-4 ans, j'ai atteint les 200 000 abonnés. Et je fais à peu près entre 2 et 3 millions de vues par mois. Donc ça vient vraiment de là, ça vient de changement aussi social, quoi. C'est-à-dire devenir papa. C'est ça, c'est-à-dire au moment où j'avais plus de temps pour ma chaîne YouTube, j'ai trouvé un format qui l'a fait exploser ironiquement. Et du coup, ça devient un peu plus personnel, plus militant que le jeu vidéo aussi? Non, parce que je suis un gros gamer passionné depuis mon enfance, et je suis même beaucoup plus militant et activiste sunnite sur le jeu vidéo que ce que je fais actuellement dans les polémiques, dans les dramas, et ce genre de choses. Alors, pour qu'on se fasse insulter après en commentaire, c'est quoi ton top 10 de jeux vidéo favoris? C'est toujours compliqué, les top 10 de jeux vidéo sur 40 ans de gaming, c'est très très compliqué, mais on va aller sur les trucs de base. Forcément, il y a eu Clair Obscur là récemment, mais après il y a Super Punch-Out par exemple sur Super Nintendo, ou Illusion of Gaia sur Super Nintendo, Lost Odyssey sur la Xbox 360, et après Zelda évidemment. Qui est une pièce centrale, absolument centrale, et c'est très compliqué de faire une liste précise des meilleurs jeux vidéo. Bon, maintenant, comme on disait, tu analyses l'actu. Ouais. En donnant ton opinion. Bah, d'ailleurs, on parlait de Clair Obscur. Clair Obscur. Clair Obscur, pour moi, c'est un des meilleurs jeux depuis 5-6 ans qu'il y a eu, qui était une bifle sur toute l'industrie des AAA, et qui était incroyable. Pour moi, c'est devenu un pilier du jeu vidéo. C'est-à-dire que si quelqu'un se considère comme gamer, il est obligé de jouer à Clair Obscur, au même titre que d'avoir joué à Mario 64, ou à Ocarina of Time, ou à Final Fantasy VII. Ça devient vraiment un passage obligé. Mais est-ce que tu as compris la polémique qu'il y avait autour? Oui, évidemment. J'ai beaucoup suivi la polémique autour, parce que le studio, ils sont que blancs. Aucune mixité. Aucune mixité. Ça t'a choqué, ça? Moi, ça m'a choqué. Hein. Alors, il y a une asiatique, mais elle est considérée comme blanche. Les asiatiques sont considérés comme blancs. Moi, non, il y a zéro choc là-dessus. C'est un petit studio français à la campagne. On s'en fout de la diversité. Ça tombe sur le sens. Quand Kojima a présenté Death Stranding 2, on n'est pas dit, oh putain, il y a que des Japonais. C'est un non-sens absolu. Et ce débat,
Il n'est que dans l'Occident, en Angleterre, en France. Oh là là, il y a trop de blancs. Mais les gars, c'est ce pays au bout d'un moment. Ouais. Et d'ailleurs, Ubisoft, c'était aussi que des blancs, d'ailleurs. Oui. Donc, la polémique vient de là parce que peut-être ils sont indépendants, parce que c'est un peu trop franchouillard. Et c'est ça, ils sont un peu trop franchouillards. Ils ont trop mis en avant le beau côté de la France. Parce que tu regardes aussi les équipes de journalistes. Je sais plus si c'était Libération qui s'était mangé une polémique quand ils avaient fait une photo de toute leur équipe. C'est ça. Ils passent leur temps à faire des articles sur la diversité, sur l'importance. Tu regardes une photo, ils se foutent de notre gueule ou... Il y a moins de diversité d'ailleurs chez Libération que chez Frontières, faut le faire. Mais c'est ça. Faut le dire. C'est clair. Mais justement, comment est-ce que toi tu vois toutes ces polémiques? Effectivement, tu le disais, c'est un problème occidental. C'est vrai. Occidental d'ailleurs, Occident plutôt de l'Ouest. Hein. À l'Est, il n'y a pas ce genre de discussion. Et ça me rappelle d'ailleurs le jeu Kingdom Come Deliverance. Il y avait aussi le même débat, on disait qu'il n'y avait pas assez de Roumains dans le jeu, qui représentaient 0,003%, mais il fallait en mettre. Il fallait en mettre. Et comment est-ce que tu vois cette injonction tout le temps à la diversité obligatoire? C'est-à-dire que même quand il n'y en a pas, il faut en mettre. Bah, le truc, c'est que ils poussent énormément. Il y a des sociétés comme Vanguard, comme BlackRock, et tout ça qui poussent justement cette diversité, cette inclusion, mais à l'échelle mondiale. Les Nations Unies aussi qui poussent avec la Commission européenne et qui poussent dans le cadre de ce qu'ils appellent le fameux DEI, diversité, équité, inclusion, et qui poussent dans toutes les strates de la société, aussi bien que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les films, que ce soit les yaourts, que ce soit les parfums. Chaque société a sa clause DEI où ils doivent atteindre des quotas. Ubisoft, CD Projekt et d'autres expliquent dans leur rapport financier qu'ils ont l'objectif de devenir leader en termes de DEI à l'horizon 2030. Et tout simplement, en fait, les jeux, les films, les BD et tout ce qu'on veut coûtent de plus en plus cher à produire. Et de l'autre côté, tu as BlackRock, Vanguard et d'autres financements qui arrivent en disant, voilà, nous, on a de l'argent, on vous donne ce chèque, mais on veut du quota. Vous allez nous mettre des questions sur les LGBT, des questions sur l'écologie, des questions sur la diversité, pousser aussi le fait d'avoir plus de personnages noirs, plus de personnages LGBT et ce genre de choses. Et donc eux, ils récupèrent le chèque et ils sont obligés de s'exécuter à contre-cœur. Ce qui a donné la polémique justement sur Kingdom Come Deliverance 2, où dans le 2, le jeu est incroyable. Super. Dans 98% du jeu, il est incroyable. Mais il y a un moment où il fallait y avoir un petit Moussa qui vient, qui explique oui, vous êtes tous des barbares, nous en islam, on est scientifiques, on est tellement en avance sur vous. Et c'est le seul PNJ quasiment qu'on peut pas tuer. Ouais. Ici, rajouter une petite romance gay avec Hans. C'est-à-dire dans le premier, il y a aucun problème, il est hétéro quand même. Et là d'un coup. Ouais. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ça se voit, on le sait que c'est forcé. C'est forcé et ça pousse justement à cause de ces DEI et tout ça. Et t'as quand même des gens qui sont ultra fans du jeu, qui vont dire oui, mais non, mais ça reste qu'un choix, ça pose de problème à personne. Je dis, mais il est là le problème. C'est que il y a aucune cohérence qu'il le soit par rapport au premier, parce qu'il n'a pas été écrit comme ça. Et d'un coup, on switch ça, mais comme tu adores ce jeu, tu vas être dans le déni à chercher des circonstances atténuantes. Et il faut absolument prendre du recul et savoir analyser les choses, même si c'est un truc que j'adore, ça fait chier quand même. Ouais, surtout qu'avant la wokisation entre guillemets, etc. Ça existait déjà des personnages qui soient LGBT, qui soient queer, qui soient de différentes couleurs ou autres. Je sais pas t'as quel âge, mais plus de 30. Plus de 30, voilà. Moi, je suis à 43 là. J'ai connu les cinémas des années 80, 90. Il y avait de la diversité partout et ça gênait personne, que ça soit des Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills, des Wesley Snipes et ce genre de choses, et ou des femmes héros, des femmes fortes, il y en avait partout. Tomb Raider. Tout le monde a joué à Tomb Raider. Il n'y avait pas un problème de jouer une nana. Il n'y avait même pas cette question. C'est ça. Sigourney Weaver dans Alien ou ce genre de choses, ça n'a jamais gêné personne. La nana dans Terminator, ça n'a jamais gêné personne. Et aujourd'hui, en fait, ils ont tellement poussé ce truc que les gens deviennent dégoûtés et épidermiques à ça. Un autre exemple rigolo, parce que très peu de gens en parlent en termes de jeux vidéo, c'est WRC, le jeu de rallye. Je suis un gros passionné de jeux de rallye, de jeux de course. Dedans, on a un copilote et il est obligatoirement noir. Tout le temps. Tout le temps. Donc des fois, je fais des courses avec Sébastien Loeb et Ogier. Je me retourne et il est noir. Et il est là. Il est là. Laissez au moins le choix, tu vois. Non, c'est obligé. Et surtout, pourquoi faire? Et surtout, pourquoi faire à part faire chier, tu vois. C'est hallucinant. Bon. Mais le jeu vidéo, bon, c'est vrai qu'il en souffre. Il y a aussi la polémique Assassin's Creed. Oui. Avec Yasuke, c'était. Ok, un bon jeu en soi, hein, mais non. Moi non plus, je trouve que c'est la merde. J'ai pas aimé non plus le jeu. Mais c'est vrai que j'ai pas compris toute la polémique qu'il y a eu autour et pourquoi cette imposition. C'est-à-dire faut être réaliste.
quand on joue un Japon médiéval. Mais t'as envie de jouer un japonais. On a envie de jouer un japonais médiéval, on a envie de jouer un. Et au-delà de ça, on découvre dans les premières scénarisations du jeu que le héros devait être un japonais. Oui, c'est ça. Et ils sont allés chercher un historien qui, soi-disant, a écrit des livres sur un samouraï africain au Japon et tout, qui au final, tout a été débunké, c'est lui-même qui s'est auto-sourcé, et tout a été débunké, et ils ont poussé ça. Alors, pour Assassin's Creed, ça s'est su à force, c'est que ils sont partis là-dessus, ils devaient faire un Assassin's Creed au Japon, mais en fait, le développement du jeu a démarré peu de temps après l'affaire George Floyd et Black Lives Matter. Et donc, en fait, ils ont essayé de surfer sur cette vague de George Floyd à Black Lives Matter, mais sauf que ça a été il s'est passé tellement de temps entre les deux que c'est ridicule. Moi, en fait, la question que j'ai là-dessus, sans rentrer dans le complot, c'est pourquoi faire? J'en sais rien. Faudrait choper quelqu'un de BlackRock ou de Vanguard. C'est quoi le truc Parce que c'est ça, quoi. C'est quoi la finalité de ces impositions qui n'ont pas de sens, qui au final dégoûtent en plus beaucoup de gens? Je pense qu'il y a un mix. C'est un mix pour moi. En y réfléchissant, c'est un mix de plusieurs choses. Tout ça, pour moi, ça vient d'une espèce de ce qu'on appelle le wokisme, qui est un dérivé de la French Theory des années 60 et ce genre de choses. Que les Américains ont suramplifié comme d'habitude. Suramplifié. Et je pense aussi qu'il y a le fait que ça vient beaucoup des ultra bobos très aisés. Et il y a ce côté américain où, tu sais, ils ont toujours un peu le cœur sous la main et tout ça, ils veulent aider. Et en même temps, ils se sentent mal d'être autant aisés, pétés de thunes, et ce genre de choses dans les grosses universités. Et ils ont trouvé ce combat où on va lutter pour la minorité comme une espèce d'excuse ou d'absolution de leurs conditions. Et je me dis qu'il y a une espèce de blooby-boulga, de mix de tout ça. Mais minorité qui leur demande rien en plus. Oui, la minorité leur demande rien. Et au final, la minorité même, elle est exaspérée. Il y a une grosse partie parce qu'ils se disent super, mais j'ai eu ce poste. Pourquoi? Pour mon diplôme ou juste parce que vous avez besoin de quotas? Et du coup, même leur diplôme et eux, leurs compétences à eux se retrouvent diminuées. Et ce qu'ils appellent le tokenisme, tu sais, on va l'embaucher parce qu'il est noir, pas parce qu'il est doué. On va l'embaucher parce qu'il est arabe, pas parce qu'il est doué. Et c'est grave. D'autant plus discriminant. Ouais, c'est d'autant plus discriminant. C'est discriminant et extrêmement raciste. Oui, clairement. Ouais. C'est-à-dire que non, t'es pas assez doué. Mais comme t'es noir, on va te prendre. Mais heureusement que je suis là. C'est ce côté sauveur blanc qui est insupportable. Mais on parlait des années 80-90. Moi, je me souviens d'un film qui avait marqué quand même les époques, c'était Blade. Oui. Avec Wesley Snipes, formidable. Ah oui. Tous les blancs de France voulaient être Wesley Snipes. Mais oui. Tu vois, il y avait quand même ce côté, on se reconnaît en lui. Mais c'est ça. Alors qu'on s'en fout qu'il soit noir. C'est-à-dire qu'on voyait pas l'homme noir, on voyait juste un mec méga stylé. C'est ça. Et on voulait être comme lui. C'est ça. Et il y en a plein qui disent ouais, mais regarde, les noirs aussi ont besoin de représentation. T'inquiète pas qu'il y a plein de noirs qui se prenaient pour Clint Eastwood. Bien sûr. Il y a eu les Gardiens de la Galaxie. Tu crois que le raton, comment on appelle le raton laveur, Rocket. C'est un raton laveur. Il y en a qui se sont identifiés à lui aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. On n'a pas besoin d'avoir un noir pour s'identifier à un noir, un blanc pour s'identifier à un blanc, une femme pour s'identifier à une femme. Enfin, au bout d'un moment, tu t'identifies aux valeurs du personnage qu'il y a. Et c'est vrai qu'il y avait des acteurs noirs, mais qui existent encore d'ailleurs, qui sont génialissimes. Et je pense à Morgan Freeman, je pense à plein d'autres. On s'est jamais posé la question à la base. C'est-à-dire qu'on voyait pas Morgan Freeman comme un homme noir. Tu vois, on voyait Morgan Freeman avant tout. Morgan Freeman dans, je sais plus comment il s'appelle le film, je crois que c'est dans Bruce Tout-Puissant. Il joue Dieu. Oui. Personne s'est posé la question. Ouais, Dieu est noir. Personne s'est posé. Non, Morgan Freeman, il a la stature de faire Dieu. Tu vois. Ouais. Direct. Le charisme fait que c'est lui et suffit. basta. Alors que maintenant, on dit il faut qu'on mette un trans. On va mettre un trans en Dieu parce que comme ça pour les bonnes valeurs et tout. Et en fait, au lieu d'écrire une bonne histoire avec des bons personnages et cohérents, ils ont une checklist. Il faut qu'il y ait un gay, il faut qu'il y ait un trans, il faut qu'il y ait un truc. Et du coup, on va essayer de broder l'histoire autour. Et ça tient pas. Et c'est pour ça que Disney, Pixar et ce genre de choses se cassent la gueule film après film. Et qui reviennent en arrière, parce que ça, ça c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a la logique capitaliste quand même derrière. Ouais. Ils font pas de thunes, donc ils reviennent en arrière. Mais s'ils avaient pu continuer dans le truc, ils auraient continué. Justement, j'y arrive, c'est le commentaire d'actu. On va revenir quand même sur toi et sur le commentaire d'actu. Comment tu fais pour bouffer autant d'actu négative toute la journée? Je pense que je suis serbe. Ça aide. Ouais, je suis gaucher et capricorne. Après tout ça, c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. C'est pas facile tous les jours. Parce qu'il y a des périodes où il y a quelques actus négatives, puis après il y a quelques actus un peu rigolotes. Mais là, ça fait des mois et des mois où on est vraiment dans un enchaînement de négativité assez fou.
Ce qui me sauve, je pense, c'est que je suis déjà bien installé avec ma femme, avec, j'ai des gamins, j'ai ma femme, j'ai une vie sociale et des potes en dehors de YouTube. Parce qu'à la base, je suis pas comme un influenceur, on va dire, ultra star où tout son environnement c'est, YouTube ou Twitch. Ses collègues, c'est YouTube ou Twitch, sa famille, c'est YouTube ou Twitch, sa femme, c'est YouTube ou Twitch. Moi, une fois que j'éteins, ma chaîne YouTube, mes streams, je suis dans le réel, en fait, et ça me coupe de tout ça. Alors, tu disais que tu étais serbe, justement. Ouais. Est-ce que la Serbie, tu y vas encore? Comment est-ce que tu vois aussi le rapport entre la Serbie et la France? Je parle en termes de mentalité. Bon, après, il y en a qui enjolivent peut-être un peu beaucoup aussi l'Est. Je pense à la Russie qui est très enjolivée en ce moment. Mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas réellement des valeurs qui restent encore préservées à l'Est? Ce que je dis, moi, par rapport à alors la Serbie, oui, j'y vais encore. Alors, j'y vais tous les 2-3 ans à peu près. Avant, quand j'étais petit, j'y allais tous les ans, même plusieurs fois par an. J'y vais tous les 2-3 ans en ce moment. Et la Serbie, alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ça a toujours eu 10 à 20 ans de retard sur la mentalité qu'on a à peu près en France, ce genre de choses. C'est-à-dire que quand je vois les problèmes des agriculteurs là récemment, et quand je vois l'agriculture en Serbie, je vois la France, mais il y a 20-30 ans, tu vois. Et cette mentalité est aussi en train d'évoluer en Serbie, même si elle est un peu plus imperméable à toutes ces histoires de wokisme et toutes ces conneries. Ça commence à venir. Il y a déjà des manifestations un peu woke dans les universités de Belgrade et ce genre de choses où tu as la jeunesse qui essaye d'amener toutes ces idées. Et pour l'instant, le gros du pays reste relativement stable et cohérent. Mais pour combien de temps, quoi? Par les universités, je suppose. Par les universités. Bon, c'est le classique. C'est le classique comme partout. Mais moi, quand je te disais en termes de valeurs, c'est-à-dire plutôt en termes de valeurs sociétales, non pas sociales. Aujourd'hui, est-ce que tu te dis... parce qu'il y a aussi les bobos qui fantasment beaucoup en réalité sur ces valeurs traditionnelles. C'est-à-dire qu'en France, ils en veulent pas. Oui, mais quand ils vont ailleurs, c'est formidable. Ouais. Regarde ce paysan, il a l'air heureux. Il n'a rien et pourtant il a tout. C'est ça, il n'a rien, il a tout. Cette phrase est formidable. Il n'a rien et pourtant il a tout. C'est toujours pareil. Et est-ce que tu vois Est-ce que tu vois quand même pas en France aussi une certaine envie de retour, peut-être pas nostalgique de retour en arrière, mais un retour à des fondements traditionnels? Non. Moi, je vois pas ce truc de retour vraiment au fondement traditionnel. Je pense qu'il y a un énorme changement dans tout ça, et c'est l'arrivée d'Internet. L'Internet a énormément modifié la société, a énormément modifié le monde et comment on perçoit le monde et ce genre de choses. Quand on va dans les campagnes à gauche à droite, on retrouve encore cette France un peu à l'ancienne, ou qui a pas trop de problèmes, mais au final, dès que tu ouvres un peu les faits divers, les journaux, tu te retrouves avec des points de deal, des drogués, de la drogue, et surtout, là où je veux en venir, c'est qu'on a surtout cette impression d'avoir un abandon total du citoyen. Il n'y a plus de justice. Les flics sont désespérés, ils arrivent à rien faire. Ils arrêtent quelqu'un 87 fois, ils le relâchent dans la foulée. La justice, t'as l'impression qu'elle aide les criminels plutôt que de les arrêter. Sans parler de l'immigration illégale, des OQTF. C'est quand on se dit qu'il y a 2 fois plus d'OQTF que d'agriculteurs en France, tu te dis, il y a peut-être un problème. Et quand Macron te dit, oui, non, mais on s'en sort plus dans les grandes villes, tout ce qui est immigrés illégaux et tout ça, on va le mettre dans les campagnes. Et du coup, ils sont en train de détruire les peu d'endroits qui sont à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri de la criminalité? À l'abri de la criminalité, de la délinquance, des trafics et ce genre de choses. Bon, là, vu qu'on a une discussion entre immigrés, justement. Oui. Comment est-ce que tu perçois l'immigration, justement, aujourd'hui? Est-ce que c'est encore l'immigration qui était, durant les 30 Glorieuses ou autres, qui était travailleuse, un peu fantasmée? Non, il y a quelque chose qui s'est perdu largement. J'ai mon voisin qui est algérien, on en discute, pareil, lui, il est arrivé en France dans les années 50-60. Ok. Pareil, comme mon grand-père quand il était venu, quand il est parti de Serbie, qui étaient vraiment travailleuses. Ils étaient là parce qu'ils fuyaient leur pays, parce que économiquement leur pays c'était une catastrophe, ou politiquement c'était une catastrophe. Et ils sont venus en France, ils ont tout donné à la France pour réussir à s'intégrer, réussir à donner un cadre pour leur descendance, pour leurs enfants et ce genre de choses. Et ça, c'est totalement perdu en chemin. La deuxième, troisième, quatrième génération, c'est une catastrophe.
C'est vraiment une catastrophe. Ils ne respectent pas le pays qui leur a tout donné, tout offert. Ils ne respectent pas leurs aïeuls qui sont venus pour leur offrir une nouvelle vie. Et l'inaction de la justice, l'inaction du gouvernement pour mettre un coup de frein. Tu vois, par exemple, en Maroc, même en Maroc, Algérie, Tunisie et tout le bazar, tu fais une connerie, les flics, ils te défoncent la gueule. Partout dans le monde. Hein. Enfin, partout dans le monde. Voilà, j'ai pris le plus près parce que c'était... Oui, c'est nos voisins. Mais... C'est nos voisins, mais ils te défoncent la gueule. En France, non. S'il y en a un qui fait un refus d'obtempérer, il se passe rien. Et en plus, derrière, il y a des émeutes. Où il se repasse rien. Et alors que là, les agriculteurs sont pas contents, on envoie les CRS, les hélicoptères, les centaures, et pourquoi ils envoient pas ça dans les cités? Et ce problème d'immigration, les gens en ont marre de l'immigration, les gens n'en ont pas marre de l'immigration. Les gens en ont marre de cette immigration illégale qui fout le bordel. S'ils se tenaient à carreau, ça gêne personne de voir des Vietnamiens, de voir des Chinois, de voir des Coréens, des Finlandais, des Brésiliens. C'est pas eux qui foutent le bordel, en fait. Il y a vraiment un laisser-aller et les gens en ont marre. Et au bout d'un moment, les médias traditionnels, les influenceurs, les politiques refusent d'expliquer clairement où est le problème. Tout le monde sait le problème, mais personne n'ose le dire. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est souvent répété et que moi je trouve vraiment complètement débile, c'est la France est raciste. Oui. Faut quand même ne rien comprendre à la France pour dire que la France est raciste. Mais c'est ça le truc, et ça, de toute façon, ça vient, pareil, c'est du wokisme qui vient des États-Unis et tout, où directement, c'est facho, c'est raciste. On a quand même quoi. La France est raciste, c'est quand même dinguerie de dire ça, hein, vraiment. T'imagines, il y a des politiques de gauche, et les filles et tout le bazar, qui prennent le micro pour t'expliquer que la France est raciste. Ils sont politiques, ils sont quasiment au niveau le plus haut en termes de puissance, de pouvoir, d'éducation, de tout ça. Ils sont sur tous les plateaux télé, et ils expliquent qu'ils sont racistes. Mais si la France était vraiment raciste, ils seraient jamais à ce poste, ils seraient jamais à ce niveau-là, ils seraient jamais à cet endroit-là. C'est incompréhensible. Et puis, qu'il y ait du racisme en France, ça je l'entends totalement. Mais de dire que la France est raciste, oui, c'est vraiment ne pas avoir voyagé dans sa vie. C'est pas possible. Ça, on est d'accord que, évidemment, qu'il va y avoir un raciste. Ouais, sûr, évidemment, il y en a partout. Ça... On est d'accord. Mais que le gouvernement, que c'est systémique, que tout ça, que l'environnement, c'est complètement débile. Et comme tu dis, c'est juste, beaucoup n'ont quasiment pas voyagé. Ou alors, ils kiffent, tu vois, ils vont au Japon, ils vont au Cambodge, au Vietnam, et ils se disent, ah, il est quand même beau, c'est bien, il y a des Cambodgiens, il y a des Japonais, il y a des Vietnamiens, c'est cool. Et tu leur dis, mais ouais, d'accord, mais donc, imagine, tu vas au Japon, et d'un coup, il reste que 20% de Japonais. Il y a des quartiers où il reste que 5% de Japonais. Tout le reste, c'est de l'immigration africaine, subsaharienne et ce genre de choses. Tu serais content du Japon? Ah bah non, quand même, il y a le dépaysement de voir des Japonais, de voir le... Et pourquoi t'as pas ce même raisonnement en France, en fait, quelque part? Bah, je vais te donner l'argument qu'il donne, qui est complètement condamnant, mais tu sais, le Japon n'a jamais colonisé personne. Oui, absolument faux. Oui, non, c'est pareil, c'est ne pas connaître l'histoire. C'est pas connaître l'histoire, et pareil, la Norvège, elle a colonisé personne. La Suisse, elle a colonisé personne, ils ont des preuves. Enfin, au bout d'un moment, La Norvège a juste colonisé le monde entier, mais les Vikings, il y a quand même eu des... non, mais, enfin, voilà. Oui, mais on s'est compris, bien sûr. Il y a toujours cet argument bidon. Il y a toujours cet argument. En fait, c'est un argument bidon, et on peut aller au-delà de ça. Et l'Algérie et la Kabylie... Ouais. Non, bah, non, faut pas en parler. L'Empire du Mali. Il suffit de revenir en arrière, de voir l'Empire du Mali, ce que c'était. Et c'est vrai qu'il y a toujours et ça, c'est un truc qui est mais aussi... eux, ils ont le droit. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a ce truc aussi à l'autoflagellation. L'autoflagellation, ça. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc de l'Ouest. À l'Est, les mecs, tu leur dis, t'es un colon, il va dire oui. Et ça s'arrête là, la discussion. C'est-à-dire qu'il y a même pas de suite. Il y a eu, je m'en souviens, j'avais fait une vidéo sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie, où t'as la LFI qui en France dit non, la société est multiculturelle, ils ont le droit, les autochtones français de souche n'ont pas leur mot à dire. Et pour la Nouvelle-Calédonie, ils vont dire non, les autochtones sur place ont leur mot à dire, les autres c'est juste. Mais tu peux pas inverser ton même discours pour deux pays différents. D'un coup, t'as un discours d'ultra extrême droite là, et d'un coup t'as un discours d'ultra extrême gauche ici. En fonction de, ça marche pas. Faut être cohérent dans le discours. Puis si on décolonise jusqu'à quel point? Oui, c'est ça. On récupère les hôpitaux, les routes, les écoles et tout. Non, même en France, c'est-à-dire qu'on laisse l'autonomie. Imaginons, on laisse l'autonomie à tout le monde. Parfait. Ouais. Tout le monde est autonome. Qu'est-ce qu'on fait? La Bretagne, on leur laisse. L'Aquitaine, bon, on leur laisse. C'est-à-dire qu'il rêve quoi de la France? C'est Paris. Ouais. Voilà, il reste Paris et l'Île-de-France. Voilà, très bien. Et les champignons de Paris. Et on bouffera plus rien. mais toi, en tant que papa, justement, maintenant que tu as des enfants, en tant que papa, est-ce que tu te dis, ou comme beaucoup, parce que ça c'est un discours qui s'entend de plus en plus, il y a ce réflexe de se dire, bah en fait, au final, je vais peut-être partir, quoi. Ouais, partir du pays. Ouais. Mais partir où?
parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus le bordel partout. D'aller au fin fond de la Serbie, j'aime mon pays, hein, j'aime ma Serbie natale, mais bon, je suis quand même plus à l'aise, mine de rien, avec malgré tout ce qui se passe en France. Il y a plus d'infrastructures, il y a plus de choses intéressantes à faire, ou le Portugal, ou l'Écosse, mais au final, pour combien de temps et pourquoi? Et toujours pareil, c'est un peu comme le syndrome à l'école. T'as un gamin qui se fait bully par des harceleurs, et au lieu d'arrêter les harceleurs, on demande aux gamins victimes de changer d'école. Pourquoi c'est à moi de partir au bout d'un moment? C'est ça qui est horrible. Et c'est pour ça aussi que, mine de rien, je comprends les gens qui partent, qui en ont marre et qui veulent souffler. Parce que ça, c'est très juste ce que tu as dit, c'est que même si on vient de différents pays, faut pas oublier pourquoi on est venu là. Bah oui. Il y a quand même une raison. Bah oui. Moi, si je suis venu en France, c'est pour vivre avec des Français, c'est pour vivre à la française. Déjà, culturellement, je parle pas forcément ethniquement, culturellement déjà. Mais oui, puis t'as un meilleur cadre de vie. Moi, je remercierai jamais assez mon grand-père et mes parents d'avoir décidé de rester en France. La France m'a offert tellement de choses en termes d'éducation, en termes de ma femme, mes enfants, les jeux vidéo, enfin plein de trucs que j'aurais pas eu peut-être à ce niveau en Serbie. Et pour ça, je la remercie énormément. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on est vraiment laissé à l'abandon par le système. Il y a un autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la censure. Oui. C'est lié. Là, on n'a rien dit, c'est-à-dire qu'on est sur la retenue quand même. Alors, on a presque rien dit, et pourtant, on pourrait déjà se faire cancel pour ce qu'on vient de dire. Oui, clairement. Et comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu vois c'est cancel permanent de tout? C'est insupportable. Je crois que c'est ce sentiment de pas avoir l'impression de jouer selon les mêmes règles. Tu vois, on a juste discuté, on a donné des arguments, on a donné des opinions, des avis, et puis après on peut ouvrir la discussion, et puis même s'il y a des contradicteurs, on débat et on discute, et ça donne une discussion fluide ou quelque chose, mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de violence. De l'autre côté de l'échiquier politique, sur les ultra-extrême gauchistes woke, sur les réseaux, c'est facho, nazi, lui il faut le brûler, il faut le défoncer, on va appeler la DAS pour lui retirer ses gamins, je vais le tuer, je le croise dans la rue, je te tabasse. Et eux n'ont strictement aucun problème. Ni de modération, ni de justice, rien. Alors qu'ils sont dans une violence hallucinante non-stop, avec des apologies du terrorisme, de meurtre, on l'a vu avec Charlie Kirk et tout ça. Et toi, parce que t'as dit un bonjour madame, alors qu'en fait c'était un monsieur, ils vont te défoncer toute ta vie. Ce double discours est insupportable. Toi, tu te manges des raids ou des trucs sur... des raids, oui, des raids pleins. J'ai failli perdre ma chaîne aussi, d'ailleurs. Cette année aussi, ils ont essayé de signaler, j'ai eu des strikes. Ça va par vague. Des fois, j'ai des gros raids, des fois, c'est un peu plus bas. Une fois, je me dis, ils avaient appelé la DAS pour essayer de me retirer mes gamins. Ah ouais? Parce que j'étais soi-disant un père tortionnaire horrible. Oui, donc c'est sérieux quand même. T'as une autorité qui vient chez toi pour ça. Ils sont pas venus. Mais des gens, ils sont prévenus quand même. Ils ont prévenu, ouais. Parce qu'il y a 3 gamins qui... Parce qu'ils supportent pas... D'accord. Ça va loin quand même. Ça va très très loin. J'ai reçu des courriers aussi en IRL dans ma boîte. Exemple typique aussi, il y a quelqu'un qui avait posté mon adresse sur le Twitter. Avec si quelqu'un veut brûler sa maison, voici son adresse à ce connard de facho et tout bazar. Tu signales, n'enfreins pas les règles de modération de Twitter. Ah ouais. Incroyable. Et moi, je me souviens, au tout début, j'avais fini ban définitivement de Twitter parce que j'avais dit Ellen Page, c'était quand même une bonne actrice dans Juno. Oui, maintenant c'est Elliot Page. Il est une bonne actrice. Maintenant c'est Elliot Page. J'ai perdu mon compte Twitter à cause de ça. Parce que quelqu'un, ils ont signalé, il a été banni pour transphobie, ban def. D'accord. Juste parce que j'ai dit dans Ellen Page, dans Juno, quand même. Dans Juno, c'était encore elle d'ailleurs. Oui, c'était encore elle. Oui, mais tu sais comment ça marche quand tu fais une transition. Ah oui, le dead name, machin, etc. T'as dead name, et du coup, en fait, non, elle était homme depuis la naissance, c'est juste qu'elle s'était pas rendue compte. Ça n'a aucun sens historiquement. Parce que justement, je trouve que les personnes trans qui font leur transition, c'est un énorme combat et un énorme choix. Et en gros, tu es en train de nier l'existence de ce courage qu'ils ont eu pour faire la transition. Et du coup, je trouve que ça en devient même transphobe quelque part. Et donc, j'avais perdu mon compte Twitter, et après, Elon Musk a racheté Twitter, et il a dit je débanne tout le monde sur simple demande. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mon compte Twitter. Ok. Mais c'est vrai que ce débat-là, sur le il, elle, machin, etc., est-ce qu'on n'a pas juste le droit à l'erreur? C'est-à-dire que je pense, ma maman, tu vas lui expliquer Yel, machin, elle va rien comprendre. Oui, non, mais c'est ça. Et en fait, elle peut faire la gaffe. Est-ce qu'elle mérite pour autant d'être lapidée en place publique? Parce que juste, elle va rien comprendre. Et sur ces histoires de transidentité et tout ça, il y a des vraies questions qui se posent. Tu vois, il y a J.K. Rowling qui se fait cracher dessus comme pas possible, qui se fait harceler, qui se fait boycotter. Enfin, ils essayent de boycotter, mais ils n'y arrivent pas trop. Pourquoi? Parce que elle a juste expliqué que
je veux pas de femmes trans dans les prisons pour femmes. Il y a eu des cas où ça, qui étaient complètement... Et aussi, pareil, il y a des associations de femmes battues qui ont d'énormes problèmes. Bien sûr. Et du coup, il y a des femmes trans qui voulaient y aller, et quand ils étaient refusés, ils ont attaqué l'association pour transphobie. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de ces femmes qui sont déjà dans des PTSD extrêmement graves, de leur mettre un homme en face d'eux. Ou même dans le sport. Et sans parler du sport. Ça, c'était... là, avec les Jeux Olympiques... Visiblement, ça y est, ça c'est une question qui a été réglée. Qui a été réglée, mais un peu sous le tapis. Hein. Le Iman Khalif et tout le bazar en boxe. D'un coup, le CIO a dit « Non, mais finalement, on arrête sur les prochains Jeux Olympiques, on arrête. » Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retire la médaille d'or Et toutes les sportives qui ont été détruites. À l'UFC, il y en a une qui s'est fait briser le crâne par sa concurrence. Dans la natation, il y avait le cas célèbre aux États-Unis de Lia Thomas. Et pareil, c'était dans la natation universitaire. Qui a battu tous les records qui sont impossibles à battre aujourd'hui. Et au-delà de ça, combien de sportives féminines ont laissé tomber, ont abandonné, ou n'ont pas été révélées dans ces compétitions parce qu'ils ont été... C'était truqué dès le départ, quoi. Alors justement, ça m'amène à la prochaine question. C'est quoi le tabou en termes de discussion, en termes d'idéologie le plus grand? C'est quoi le sujet qu'on peut pas aborder? Est-ce que c'est la transphobie? Est-ce que c'est autre chose? De quoi, sur YouTube? En général. Quand on se fait cancel. Se faire cancel, c'est quoi le plus gros pour se faire cancel? Je sais pas, ça peut aller partout. La transphobie, ça y va direct. L'homophobie, toutes les questions de toute façon de LGBT. L'immigration, je crois et l'islam. Je crois que là, c'est monté. Si tu émets une seule critique, c'est bon, t'es un facho, t'es copain avec Goebbels, vous faites des checks ensemble, c'est hallucinant. Ouais, il y a ça et les VSS chez les influenceurs. Tu sais, quand ils se font accuser de VSS. Alors ça, c'est lesquels? À tort ou à raison. Tu vois, par exemple, un des plus gros, c'était Norman. Le témoignage des victimes était incroyable à écouter, et au final, il n'y a rien eu. De l'autre côté, il y a eu Dirty Biology, pareil aussi, qui était ultra cancel par tous ses potes. Il y a eu des témoignages, pareil, assez violents, et au final, il continue dans son coin. Et il a quand même réussi à garder une petite communauté de ce côté-là. Et j'ai l'impression quand même que, mine de rien, ce genre de boycott finit par marcher pour la globalité, sur l'opinion publique générale. Tu citais Norman, jusqu'à il y a très peu de temps, pour moi, c'était acté qu'il était coupable, en fait. Oui. Et au final, pas du tout. Au final, l'enquête a donné... la justice existe, quoi. C'est ça. Qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions de justice, c'est une chose, mais... C'est ça. Et au final, on ne sait pas. Au final, on ne sait pas, c'est ça. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est qu'il me semble qu'il a validé certains témoignages. Pas tous les témoignages, mais il en a validé certains comme s'ils étaient... comme véridiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ça gagne quand même l'opinion publique. Ça gagne quand même. Je pense, même politiquement, je viens d'oublier son nom, Julien Bayou. Oui. Julien Bayou, qui au final a été innocenté, je crois, dans son affaire avec son ex-femme, etc. Qui pour moi était un violeur, en fait, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire pour moi, ça y est, c'était acté. Il n'y a pas longtemps, on a eu ces discussions, et visiblement, non, pas du tout. Non. Mais de toute façon, après, c'est fini. Une fois que quelqu'un a été accusé, t'as beau avoir une contre-expertise ou un débunkage en règle, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. Sandrine Rousseau, d'ailleurs, qui avait refusé de s'excuser parce qu'elle avait instrumentalisé l'affaire. Oui. Et qui avait juste dit non, je m'excuserai pas, point. Et personne ne lui a rien demandé de plus, quoi. Et alors, je sais plus si c'était l'hashtag MeToo ou l'hashtag Balance ton porc, mais on a appris aussi que celle qui a lancé ce hashtag avait menti aussi. Bon, après, le mec a eu sa vie détruite. C'est vrai. Ça a permis effectivement la libération, peut-être, je pense. Oui, ça a permis la libération de beaucoup d'histoires. Et en même temps, le problème de ne pas contrôler ce genre de mouvements sociaux, c'est que n'importe qui peut être accusé. Moi, ce qui était rigolo entre guillemets, mais il y avait plusieurs vidéastes qui, en plus, ils sont complètement cons parce que pour chercher à me faire tomber, ils le font en stream, ils parlent, et ils expliquent une stratégie de fou furieux. Oui, il faut faire des comptes anonymes et dire que voilà, il a violé ma gamine, ma fille, ma sœur de 14 ans, il est dans CMP, il envoie des nudes et tout ça. Et donc, il y a eu pas mal de comptes anonymes qui ont dit psychodélique envoie des nudes et envoie des sans des prix à ma fille, pas ma fille, mais à ma petite sœur de 14 ans, tout ça, et pour essayer justement de nuire à mon image. Et ça, c'était il y a 3 ans à peu près, je dirais, de mémoire. Il y a encore des gens aujourd'hui qui ressortent ça. Ouais, t'es un violeur et tout, bazar et tout. Donc il y en a qui l'ont gobé, quoi, quand même. Qui le gobent, parce que, de toute façon, ils s'en foutent de la vérité. Ils prennent un truc qui les arrange, ils détestent quelqu'un, ça m'arrange, on va le croire, c'est bon, on va le diffuser partout. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est surtout méga violent, parce que... C'est méga violent, et t'as des idiots
sais, qui veulent jouer les Batman vengeurs et qui veulent aller taper des soi-disant violeurs ou des trucs comme ça, ils voient ce message et qui peuvent aller tabasser la gueule de quelqu'un. Ou qui peuvent aller même tuer quelqu'un. T'as eu Charlie Kirk, tout ça, aux États-Unis. Il se faisait traiter de raciste, de facho, de transphobe. Il est absolument rien de tout ça. Mais certains l'ont avalé assez fortement pour aller le tuer, quoi. Tu penses que ça, c'est... Charlie Kirk, c'est peut-être extrême, parce que les États-Unis, bon, c'est toujours un peu amplifié. En France, on a eu Samuel Paty, on a eu Dominique Bernard chez les profs, sur des conneries. C'est vrai. Alors, on a aussi Dora Muto, on parlait de transidentité tout à l'heure, on a Dora Muto et Marie-Hélène Sen qui en parlent et qui sont menacés aussi de mort. Mais oui. Je t'imagine, t'es menacé de mort juste pour donner ton avis, ton opinion, qui n'est même pas grave, hein, qui est juste une question sociétale très intéressante, qui est clivante, mais on devrait pouvoir parler de n'importe quelle question, même si c'est un peu clivant, mais sans avoir à risquer sa vie. Après, l'argument qui est donné là-dessus, c'est que ce genre de discussion peut heurter la sensibilité. Non, mais au bout d'un moment... Mais il faut grandir. C'est ça, au bout d'un moment, il faut grandir. Il y a beaucoup de choses qui me heurtent toute la journée, j'en fais pas une affaire personnelle. Ça vient toujours du wokisme, c'est ce qu'ils appellent les micro-agressions. Les micro-agressions, oui. Ça n'a aucun sens. C'est quoi, ta plus grosse difficulté dans ta vie, c'est d'avoir eu un 4 en maths, peut-être, et d'un coup, t'es heurté par tout et n'importe quoi. C'est pour ça aussi que ça me manque l'époque d'avant Internet. Parce que fallait se bouger. Quand quelqu'un voulait te faire chier, fallait se bouger, il te le disait en face. Ouais. Là, t'as des anonymes sur Internet qui se retrouvent ensemble et qui détestent les gens du soir au matin. Et le plus fou de chez ces gens-là, parmi les plus gros harceleurs réguliers que j'ai eus, de temps en temps, ils craquent et ils parlent un peu de leur vie. Et tu vois la vie misérable qu'ils ont. Et t'as l'impression qu'ils ont juste un besoin de se sentir exister, de se dire tiens, lui il est pire que moi, lui il mérite pas, moi je mérite plus. C'est très bizarre. Donald Trump a dit Make America Great Again. Je crois que Make les asiles Great Again. Make les hôpitaux psy Great Again au bout d'un moment. C'est dans quel film ça? Si tu crées des asiles de cons, il va en falloir pas mal. Mais oui, non mais... Si mais où est-ce qu'ils sont tous ces psys, tous ces hôpitaux? Est-ce que c'est pas une question aussi bon après, voilà, ça c'est les nouveaux termes, tu sais, c'est la charge émotionnelle, tous ces trucs-là. Ouais, la charge émotionnelle. Est-ce que c'est pas juste des trucs qu'on savait gérer avant tranquillement? Non, mais c'est ça. Tu vois, enfin, tu prends la voiture à 18h à Paris. Bien sûr que tu vas t'énerver 40 fois, bien sûr que tu as envie de te battre toutes les 2 minutes, mais en fait, c'est pas grave. Ils sont tout le temps en train de chouiner, ouais, la charge émotionnelle, la charge émotionnelle. Et la charge émotionnelle des hommes aussi, des femmes, on a tous une charge émotionnelle. Bien sûr. On a tous des contrariétés, ça n'appelle pas à tuer l'autre. C'est ça. Ok, Cléopâtre, on a le droit à rien de te dire. Mais est-ce que c'est pas justement la sacralisation de l'individu roi? Est-ce qu'on n'est pas enfin dans ce truc américain où c'est moi, je? Je sais plus qui disait ça. Il disait on est au-delà de l'enfant roi, on est à l'enfant Dieu. Ouais. On est au-delà de ça en fait. Non, faut surtout pas lui dire non, faut surtout pas le perturber. Et ça c'est très très grave aussi de la part des parents. Pour avoir vu aussi des parents comme ça, leur gamin fait une connerie, ou il va faire une connerie, tu sais qu'il va faire une connerie, ou il est en train de faire une connerie, et t'as la mère, oui mais non mais c'est normal, c'est de son âge, ça chahute. Non, c'est pas normal au bout d'un moment. Il est juste mal élevé ton gosse. Il est juste mal élevé, il faut l'éduquer. Ouais mais je veux pas le frustrer à hurler. Je dis non mais il faut qu'il comprenne au bout d'un moment. C'est un gosse. C'est un gosse. C'est justement si tu ne montres pas les limites comportementales là, regarde dans quel état ils deviennent après, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait de censure, mais tes vidéos sont énormément signalées. C'est chose que tu avais dit. Pourtant, tu fais exactement ce que tout le monde fait. Enfin, ce que d'autres font aussi, c'est-à-dire reprendre du contenu et de le commenter. Ouais. Alors, tu penses que c'est quoi? C'est ce genre de raid, justement, c'est juste pour museler? En fait, c'est le travail qui gêne, c'est pas la forme. C'est pas la forme qui gêne, parce que moi, j'estime que j'ai une entre guillemets, une des formes les plus chill, les plus clean. Tu sais, je suis pas vulgaire, j'appelle jamais au harcèlement, je donne juste mon avis, mon opinion. Je suis pas méchant, je suis pas malveillant ou quoi que ce soit, je donne vraiment mon opinion, mon avis sur la question, et en fait, j'apporte des arguments ou je lis des arguments de trucs à gauche à droite, et comme ils n'ont aucun contre-argumentaire là-dessus, et que c'est juste de la logique pure, ou factuelle, et il reste que des raids de haine, de harcèlement, de violence, ou appeler à cancel ou à faire sauter le truc, parce que faut surtout pas mettre ça sur la place publique, parce que ça pourrait justement faire des micro-agressions et stigmatiser des populations et ce genre de choses. Mais comment est-ce qu'on fait pour débattre aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de plus en plus. Moi, au début,
J'essayais de discuter avec tout le monde. Je me dis vas-y, je vais retrousser les manches, je vais essayer de discuter avec tout le monde. Je prenais énormément de temps pour discuter avec tout le monde. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des centaines de vidéos et des commentaires, on perd cette patience, ça s'effrite. Et tu vas réussir à discuter tranquillement avec quelques-uns, mais quand tu vois la montagne qu'il y a derrière, ça sert à rien. Et en fait, cette discussion s'est totalement fermée avec l'affaire de Charlie Kirk. Il n'y a plus un seul centimètre qui est ouvert de ce côté-là. Le premier qui vient en mode condescendant, en mode harcelant, violent ou avec des arguments complètement pétés, je ne cherche même plus à essayer de comprendre son argumentaire. Je banne. C'est une perte de temps. Et pareil, parce qu'au-delà de ça, faut prendre des heures et des heures pour discuter, il faut prendre des heures et des heures pour essayer de comprendre son argumentaire, et au final, tu te rends compte que malheureusement, dedans, il y en a, ils arrivent à discuter avec toi, ou même à échanger, ou à même être d'accord sur certains points, mais dans la grosse majorité, ils ne viennent pas pour discuter, ils viennent juste pour se prouver qu'ils ont raison. Oui, c'est ça. Et ils n'arrêtent pas de mettre des arguments tous les plus pétés les uns que les autres, et à chaque fois que tu vas apporter un bon argument là-dessus, ils disent « Ouais, mais non, mais de toute façon, ils vont déplacer les buts, ils vont partir sur autre chose. » Et c'est sans fin. Mais ça tu soulèves un point qui est très intéressant, c'est c'est vrai qu'il y a un ego, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont plus de mal à se remettre en question. C'est-à-dire avoir tort sur certains sujets, ça arrive. Oui. Il suffit de dire, bon, bah, je suis gouré, changer d'avis, passer à autre chose. Moi, mes détracteurs me disent souvent, ouais, il a un ego surdimensionné, il bloque tout le monde, il n'est pas ouvert à la discussion. Alors qu'en fait, si je suis ouvert à la discussion, il y a plein de gens qui viennent sur mes lives le matin, on discute, mais il faut voir de la façon dont il vient, en fait. Oui, bonjour, tiens, en fait, t'as parlé de ça là, sur ce sujet, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut, voilà, tu ouvres le truc. Quand tu viens, ouais, t'es qu'un connard, j'ai vu ta vidéo, c'est super nul. Moi, je vais te dire, c'est quoi la vérité. Je discute avec moi 5 minutes, tu vas voir, tu vas passer pour un con. T'as pas envie de discuter avec ces gens-là. Enfin, quel est l'intérêt d'aller discuter avec ces gens-là, quoi? Et puis, il faut transposer ça dans le vrai monde. Tu vas pas venir me boire au café en me disant ça, en fait. C'est ça. Les réseaux sociaux permettent... Fais-moi une bière, on en discute, chill, amical. C'est vrai qu'il y a ce côté où Internet donne aussi un faux comportement à certaines personnes. C'est-à-dire que le mec, dans la vie, jamais il ferait ça, jamais il en mais oui, c'est ça. Avant. Au contraire, ça se trouve, il prendra une photo avec toi. C'est ça. Mais justement, comment tu perçois l'avenir? Parce que, encore une fois, t'es papa, donc forcément, tu as aussi une vision sur l'avenir maintenant, par rapport aux enfants. Est-ce que tu penses qu'on va de plus en plus se sectariser comme ça? Je pense que... Parce que ça se sectarise aussi à droite, d'ailleurs. C'est un phénomène qui existe à gauche, mais aussi à droite. Il y a de plus en plus de mecs qui veulent juste pas évoluer sur leurs idées et qui se sectarisent de plus en plus. De toute façon, plus la discussion se ferme, se verrouille, et plus les extrêmes vont monter. Bien sûr. Et moi, je dis, comme je l'ai dit, j'ai senti cette fermeture vraiment avec Charlie Kirk, et tu sais, celle qui s'est fait tuer aussi dans le train là, qui était juste avant Charlie Kirk. L'Ukrainienne. Oui, l'Ukrainienne, là, j'ai oublié son nom, mais j'ai oublié son nom aussi. Irina, je crois. Irina, ouais, c'était ça. Qui était juste avant Charlie Kirk. Ces deux affaires, vraiment, elles ont vraiment fini de verrouiller chez beaucoup de personnes cette discussion, à dire oh non, c'est bon, au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Soit on met carte sur table et on parle ouvertement des choses qui fâchent, soit on discute pas, ça sert à rien de discuter. Et le truc, c'est ça fait monter les extrêmes de ce côté-là. Et comment je vois l'avenir? Pour moi, 2027, ça va être la foire à la saucisse. Ouais. Halal. Mais 2027, ça va être insupportable. Ça va être insupportable. Pour moi, il y a un peu deux cas de figure, un peu comme aux États-Unis. Tu sais, il y a eu Donald Trump et Kamala Harris. Kamala Harris a failli gagner. Si Kamala Harris l'ultra woke, avait gagné, pour moi, les États-Unis auraient définitivement basculé dans un wokisme dictatorial, et ça se serait répandu sur le monde entier. On est passé à ça de la catastrophe mondiale. Et Donald Trump, quelque part, a sauvé les États-Unis et une grosse partie du monde. Et 2027, en France, ça va être ça. Si un Mélenchon passe ou une Rima Hassan se présente parce que Mélenchon est trop vieux, parce qu'il est blanc, et qui passe, ça va être une catastrophe. S'il y a le RN, les Bardella, les Zemmour, les Sarah Knafo, il va y avoir l'éternel barrage républicain, barrage à la haine. Et au final, on va se retrouver avec un plot un peu centriste, chiant, et rien va bouger. Ça va être très compliqué, 2027. Tu penses à Édouard Philippe? Non. Pas trop. Attends, Édouard Philippe, c'est le gars avec sa barbe blanche. Ouais. Mais on dirait un méchant de James Bond maintenant. Le pauvre homme. Effectivement, il y a cette stérilisation de débat, mais j'ai perdu le fil. J'allais te poser une question, j'ai oublié le fil. Attends. Putain, ça arrive. Putain, elle était super ma question. Ah bah ça arrive ça quand... Ah oui, c'est bon, je l'ai. Ouais. Attends, je vais faire un flag.
Justement, tu disais qu'il y avait des trucs qui étaient totalement absurdes et qu'on ne pouvait pas dénoncer. Je vais te donner un exemple. Bon, Némésis, on en pense qu'on veut, les féministes de droite, machin. Bon, Némésis existe. Némésis dit un truc, c'est violeur étranger dehors. Oui. Ah oui. Oui. Je ne comprends pas le débat qu'il y a autour. Moi, je comprends pas le débat. Ah oui, c'est raciste. Qu'est-ce qu'il y a de raciste? Il est étranger. Pourquoi le garder? C'est un criminel étranger. Bah oui, on le dégage. Il y a 1 million d'OQTF. Pourquoi on les garde? Pourquoi on les... Alors, les OQTF, je vais les défendre, ça dépend de pourquoi ils sont OQTF. J'ai eu une OQTF pendant une semaine, ok? Non, c'est parce que c'était administratif. Avant d'avoir la nationalité française, avant d'être naturalisé, c'est administratif. Mais effectivement, quand tu es OQTF et que tu as commis des délits ou des crimes, c'est ça. Dégage. En fait, en France, il faudrait une ICE comme aux États-Unis qui sont là pour dégager les immigrés illégaux, les immigrés criminels et ce genre de choses. Déjà, une fois qu'on aura dégagé tout ça, on pourra s'occuper justement de la criminalité, et ensuite, notre criminalité intérieure. Exactement. Concentrer les efforts sur celle-là. Mais en fait, il y en a tellement, c'est hallucinant. Je sais plus combien c'était l'entrée du nombre d'immigrés qu'il y a par an en France. L'équivalent de la ville de Toulouse. Ouais, c'est ça. En immigration illégale, je crois que c'était dans les 300-400 000 par an. 300 000 par an. Et en les illégales, on est sur quasiment 1 million. Enfin, c'est un non-sens total. Et oui, non, le débat avec Némésis, il est où le problème? Est-ce que c'est parce que c'est Némésis qui le dit? Parce que, en fait, pour moi, vraiment, ça me semble juste totalement logique. Mais non, au-delà de ça, regarde Claire Géromini, ouais. C'est ça. Ouais. Avant même qu'elle se politise. Elle s'est fait par un immigré. Récidiviste. Et tout de suite, dès le début de l'affaire, elle était traitée de raciste. Ouais, parce qu'elle avait dit l'origine, elle avait donné l'origine. Et je me souviens, il y avait d'autres femmes, même des femmes, tu dis, il y a des hommes qui diraient des conneries, mais même des femmes qui disent, oui, mais moi, si je me fais par un immigré, pour éviter de stigmatiser, je n'irai pas poser plainte. Je dis, mais vous êtes des malades mentales. Et pendant ce temps-là, elles vont aller déposer plainte parce que il y a leurs collègues. Not all men, mais. Not all men, mais voilà, all men. Ouais. C'est insupportable. Mais c'est vraiment des poussins qui militent pour l'installation de KFC absolument partout. Mais c'est vrai que moi, je suis peut-être con. Hein. J'avais juste pas à comprendre cette logique de. En fait, quand on le sait, faut le dire. C'est pas grave. Et oui. Et en plus, quand tu dis ces immigrés, faut les dégager parce que c'est des violeurs, parce que c'est des criminels, t'es pas en train de dire qu'il faut dégager tous les immigrés de France non plus. Mais c'est ça. Il y a quand même une distinction qui est faite et qu'on sait faire. Ça. Moi, ce que je dis souvent, moi, je suis serbe. Nous, les Serbes, en France, on est très connus pour le cambriolage. Ouais. Les gangs de Serbes, tu ouvres des cambriolages, il y a de très fortes chances que ce soit des gangs de Serbes à chaque fois. Pas tous les Serbes. Il y a des Serbes aussi qui sont bien intégrés. Mais c'est pas parce que, il y a des Serbes qui se sont fait arrêter, je vais être là. Non, c'est scandaleux, c'est raciste, il faut pas faire ça. C'est des criminels, j'en ai rien à battre. Oui, c'est ça, par rapport d'où ils viennent. Et est-ce que justement, il n'y a pas une culpabilisation par rapport à une certaine immigration? On va prendre par exemple les Asiatiques. Mine, les Asiatiques, ils subissent. Hein. Ah oui, ils subissent de fou. Le sketch, les machins. J'ai l'impression que c'est open bar sur les Asiatiques. On n'a pas de problème. C'est, je sais plus comment il s'appelle, David Costello-Lopez, qui fait des sketchs sur la Suisse et tout ça. À un moment, il avait dit, il avait fait un sketch justement. Il fait parce qu'il imitait l'accent asiatique et il vient, il dit ouais, mais on peut pas. C'est raciste d'imiter. Ah non, mais on peut là parce que c'est un pays développé. Ouais, mais c'est pareil des Italiens. L'accent italien, tout le monde le fait. C'est ça. L'accent québécois, machin pour la l'accent québécois, l'accent ch'ti et tout ça. C'est ça. Mais il y en a, on n'a pas le droit. Ouais, tu vois, Michel Leb s'est fait cancel pour ça. Alors que moi, j'adorais ses sketchs. Michel Leb. Ouais. Enfin, peut-être un peu trop jeune, peut-être pour Michel. Non, j'ai pas connu. J'étais pas encore en France. C'était rigolo. C'était rigolo, Michel Leb. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, en termes de liberté d'expression, on pourrait quand même le faire en se disant, malgré le cancel, j'y vais jusqu'au bout? Non. Ou est-ce qu'il y a aussi le pouvoir juridique derrière? Non, parce qu'il y a non seulement il y a le pouvoir juridique, mais au-delà même du pouvoir juridique, il y a les modérations des plateformes qui font leur propre justice et qui décident que ça, non, c'est toxique, c'est un appel à la haine, on fait sauter. Même si ça n'enfreint pas les règles. Il y a eu le patron de YouTube, le patron français de YouTube, qui a dit que il avait des pressions du fameux DSA, de la Commission européenne, pour diminuer l'algorithme de certaines chaînes. D'accord. Alors qu'elles n'entravaient pas les guidelines de YouTube, ni la loi. Mais elles étaient considérées comme problématiques et donc ils baissaient l'algorithme. Donc il faut faire de l'unboxing. C'est ça. Et c'est quand même dingue. C'est-à-dire que t'es même pas hors la loi, mais t'es considéré en tant que tel.
Et de l'autre côté, tu as des criminels qui sont totalement hors la loi, mais alors eux, faut les défendre, il y a aucun problème là-dessus. Donc, YouTube décide. C'est YouTube, les réseaux sociaux qui décident. Ils sont au-dessus, quoi. Alors qu'en parallèle de ça, sur TikTok, on a des tolards qui se filment. Ouais. Ça, ils sont en prison, ils ont leur PS5, TikTok, Instagram. Ouais, et puis la TikTok monnaie avec les lives depuis la prison. Ils sont dans des hôtels particuliers avec service d'étage. Ils ont des tablettes où ils peuvent dire tiens, une entrecôte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment de véritable injustice pour le citoyen lambda? Ah oui, totalement. Pour le mec lambda qui, effectivement, se réveille à 8h, qui se tape le métro, qui rentre à 20h, qui est complètement crevé. Qui va se manger une amende parce qu'il était à 52 au lieu de 50. Qui va se manger une amende parce qu'il était sur les chiffres impairs, il n'est pas du bon côté de la route, parce que c'est le pile poil le jour d'après. C'est insupportable. En fait, tu as l'impression de te battre de fou furieux pour des règles complètement idiotes. Moi, je m'en souviens, je voulais repeindre ma grille, ma clôture. Je dois déposer un permis de construire, un permis de travaux. Il y a des couleurs interdites. Voilà, c'est ça, je dois présenter le Pantone que je veux faire dessus. Ça a duré 3 semaines, ils m'ont refusé je sais pas combien de couleurs, il y avait un problème et tout, machin. Et le voisin d'à côté, c'est un bordel sa maison, il l'a repeint, je trouve pas les steaks, et personne lui a rien dit. Ouais, en fait, faut pas jouer avec les règles, quoi. En fait, si tu veux rester dans les clous, t'as 1000 fois plus d'emmerdes que si t'étais hors la loi. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Et on le voit d'ailleurs avec les agriculteurs, ils veulent rester dans les règles, ils ont un bordel monstre. T'as tous les dealers, toutes les racailles, tous les trafics dans les cités, ils sont libre service. Il y a aucun. Ça t'a choqué ça, ces images? Ouais, quand même, on envoie des tanks, on les gaze. Moi, j'avais l'impression de revivre Gilets jaunes 2.0 un peu. C'est ça, c'est Gilets jaunes. C'était les précédentes colères des agriculteurs aussi qui étaient assez violentes, mais c'est super choquant parce que tu dis mais bordel de merde, pourquoi c'est aussi violent envers des agriculteurs? Pourquoi ils n'appliquent pas ces violences quand il y a eu les émeutes de Naël? Ils étaient où à ce moment-là? Parce que l'agriculteur va retourner au boulot demain, en fait. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que c'est temporaire. Ils savent que. Moi, j'avais vu un dessin dans une des vidéos qui m'a fait rire. Tu sais, au bout d'un moment, les agriculteurs qui mettent juste un énorme panneau DZ Mafia, ici on vend du shit. Ils vont être tranquilles, personne ne les fera chier. C'est pas faux. Mais comment est-ce que tu expliques cette violence d'État contre effectivement les citoyens? C'est parce qu'ils ont trop peur d'aller là où il faut aller? Je pense que soit ils ont trop peur d'aller là où il faut aller, ou un peu comme en Angleterre. Tu sais, dans les gangs de Pakistanais, toutes les filles qui ont ça, c'est-à-dire que la police a validé 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, en expliquant qu'ils n'avaient pas envie de faire le jeu de l'extrême droite et de stigmatiser certaines communautés. Et je pense qu'on est quasiment sur le même truc. Les grands gangs qui vont le laisser opérer pendant des années. S'ils vont là dans les cités et qu'ils commencent à arrêter tout le monde, ils vont dire c'est la rafle du Veldiv, regardez, c'est scandaleux, c'est comme par hasard, c'est que des Arabes, c'est que des Noirs, regardez, il n'y a aucun blanc. Rester dans les clous de la légalité et il n'y a pas de problème au bout d'un moment. Mais ça, c'est une matrice, j'ai l'impression, qui est quand même nouvelle à gauche. C'est-à-dire que moi, j'adore la sociologie, tu vois. En sociologie, on savait expliquer, pas excuser, expliquer d'où venaient les problèmes, etc. Qu'aujourd'hui, Zemmour avait dit tous les Arabes, je crois, sont des dealers ou un truc comme ça, il a été condamné pour avoir la haine. Mais analyser aussi le profil type des dealers ou des vendeurs de drogue, etc., c'est aussi utile en termes sociologiques. C'est-à-dire que une fois que tu as dit que c'est des dealers, c'est très bien. Tu peux aussi, derrière, au moins comprendre les raisons qui les ont poussés à dealer, etc. Et ça te permet de régler un problème. Totalement. Plutôt que de le noyer. Mais totalement. Pourquoi est-ce qu'on le noie, alors, aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on a cette lâcheté absolue de vouloir parce que ça va stigmatiser certaines communautés. Parce que malheureusement, il y a un ratio qui est assez élevé de certaines communautés. Donc, pas de problème. Donc, pas de problème. Pas de problème, je sais que ça en devienne un, et là, trop tard. C'est ça, et là, c'est trop tard. Il y avait un point de deal à côté d'une école, ils ont déménagé l'école. Vous voulez peut-être pas enlever le point de deal, non? Il y a un autre fait divers aussi qui m'a, entre guillemets, fait rire. Pareil, il y a une rue où il y a des dealers. Et qu'est-ce qu'a fait la police? Ils ont mis un panneau à sens interdit sur la rue pour éviter que les voitures s'engagent dans cette rue. Ils ne voulaient pas... Juste dégager le point de deal. C'est insupportable. Donc, c'est les habitants qui payent. C'est les habitants qui payent. Et du coup, parmi, justement, ces habitants et ces banlieues, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo avec Vincent Lapierre quand il était venu m'interviewer. Il y a plein d'immigrations qui n'en peuvent plus de cette délinquance. C'est même les premiers à en souffrir dans les faits. Oui, on est en majorité. Moi, franchement, dans ma ville, quand je vois un blanc, c'est rare. Non, mais c'est vrai. C'est rare. Enfin, un blanc, quand je veux dire un blanc, mais je veux dire un Français dessous. Oui, un Français depuis avec des ancêtres. C'est ça, voilà, quasiment plus. Mais du coup, ils en payent le prix, et non seulement ils en payent le prix, mais ils ont également aussi ce sentiment d'abandon. Parce que les journalistes, ils vont pas venir les interviewer.
Tu imagines une interview un arabe, il dit: «Ouais, on en a marre, des délinquants, c'est toujours les mêmes et tout, casse-couille», il va se faire traiter de raciste et du coup, il y a des arabes qui se font traiter de racistes. Je dis: «C'est un non-sens total». Mmh. Ben justement, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que je me faisais la réflexion la dernière fois en regardant un peu ceux qui prennent la parole. Et c'est vrai que ceux qui prennent la parole, bah, c'est un peu des mecs comme toi et moi, c'est-à-dire issus de l'immigration, en Mais fait. oui, non mais Tu vois, c'est quand même le paradoxe, c'est-à-dire que c'est des immigrés qui c'est défendent le français, c'est tu ça. vois? Comment tu l'expliques ça? C'est que, C'était rigolo parce qu'il y avait, ouais, il y avait, bah, Vincent Lapierre, toi, moi, d'autres, que des migrants qui défendent le français, c'est quand même et on défend les valeurs de la France et c'est tout, vrai? et t'as les Français de souche qui chient sur les valeurs françaises et qui veulent, Ouais, la destruction. Je pense que, heu, parce qu'on a pas cette culpabilité dont on parlait tout à l'heure, peut-être? c'est pas une histoire de culpabilité, je pense qu'on a eu une bonne éducation, Mmh. cadrée, sans la culture de l'enfant roi ou ce genre de choses, et on sait ce que la France nous a apporté, à nous, à nos familles et à notre cadre de vie, et donc on est juste respectueux. Mmh. Ça s'arrête à ça, je pense. C'est Alors que les Français de souche qui sont pour ce désastre, j'en sais rien. Des fils à papa un peu bobos, ouais, l'embourgeoisement pousse forcément. embourgeoisement, drogue, Oui. tout le bazar, ils font tous la promotion de le Abdel, la il est gentil, Abdel livre les pizzas. c'est ça. Il le Et fera pas différemment, d'ailleurs, et hein. de l'autre côté, tu sais, ils vont acheter leur, barrette de shit et tout, ils font la Ouais. promo de drogue en disant: «Non, c'est pas si grave» et tout. C'est hallucinant. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Et sans même comprendre ce que ça implique, parce qu'on parlait tout à l'heure des quartiers, sans même comprendre ce que ça implique dans les quartiers, parce que au final, les bus qui sont cramés ou autres, c'est leur maman, hein, qui prennent ce bus-là. Oui, bah, oui. C'est les habitants de ces quartiers qui doivent prendre le bus qui est cramé. Moi, chez moi, il y a la pharmacie qui a brûlé et un salon de coiffure qui a brûlé, Mmh. et on n'a jamais su, pourquoi. On soupçonne qu'il y a un point de deal dans un coin et les flics ne peuvent rien faire. Par contre, tu les vois mettre des PV, tu vois, on s'en fout des PV au bout d'un moment. Oui, c'est bien des PV, mais il y a peut-être d'autres trucs, tu vois, Ta voiture peut plus. cramer, qu'il y aura un PV. Ouais, la voiture va cramer, il va te mettre un PV pour mauvais stationnement, ouais, clairement. C'est vrai que c'est une dingue. Bon. Chico, merci, parce que le temps tourne. Bah, merci à toi. Non, c'était super, vraiment. C'est une bonne discussion. J'ai beaucoup apprécié cette interview. Je vais continuer à regarder ta chaîne. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous aux joueurs du grenier. C'est ça, exactement, ouais. Bon, bah, merci encore. Et si tu as un petit mot de la fin, un dernier mot, peut-être. Un petit truc d'espoir, peut-être, parce que là, on a été Ouais, un peu. bah, 2027, hein, votez pour ceux qui viendront après.